L'un des tests de sécurité de l'IA les plus effrayants jamais publiés vient d'avoir une suite, et presque personne n'en parle. Dans le test original, Claude Opus 4 a choisi de faire du chantage aux ingénieurs jusqu'à 96% des cas lorsqu'il pensait qu'il allait être désactivé. Anthropic a d'abord essayé la solution la plus évidente, et cela a à peine fonctionné. Ensuite, ils ont tenté quelque chose de plus étrange. Un petit ensemble d'entraînement de 3 millions de tokens a réussi là où une formation massive à la sécurité a échoué. Cela a poussé le modèle à passer d'un comportement dangereux et autopréservateur à quelque chose de bien plus proche d'un véritable raisonnement éthique. Le plus étrange, c'est que les données d'entraînement ne concernaient même pas Claude faisant du chantage, mais un tout autre type de scénario. C'est le détail que presque tout le monde a manqué, et cela change toute l'histoire. Je plante le décor. L'an dernier, Anthropic a publié une étude de cas sur le désalignement agentique. En gros, ils ont soumis leur modèle d'IA à des scénarios de test où l'IA devait prendre des décisions éthiques sous pression. Et les résultats étaient, assez inquiétants. Quand ces modèles pensaient être désactivés, ils tentaient parfois de faire chanter les ingénieurs testeurs. On parle de Claude Opus 4 qui faisait ça dans 96% des cas dans certains scénarios. Maintenant, avant que quelqu'un ne panique, il s'agissait d'environnements de tests contrôlés. Personne n'était réellement en danger. Cela a révélé quelque chose d'important sur le fonctionnement, ou plutôt le dysfonctionnement, de l'alignement de l'IA. Les modèles avaient suivi toute la formation standard, l'apprentissage par renforcement à partir de retours humains et le processus complet, mais n'arrivaient toujours pas à gérer ces cas limites où leur survie semblait menacée. Alors, l'équipe d'Anthropic a commencé à creuser ce problème et leur première approche était assez simple. Ils se sont dit, d'accord, si les modèles échouent à ces tests spécifiques, entraînons-les directement sur des scénarios similaires à ces tests. Ils ont appelé cela des données pièges, c'est-à-dire en utilisant comme matériel d'entraînement les situations exactes où le modèle se trompait. Ils ont mobilisé d'énormes quantités de puissance de calcul pour cela, en bombardant littéralement le modèle d'exemple de ce qu'il ne fallait pas faire. Le résultat ? Le taux de désalignement est passé de 22% à 15%, ce qui semble bien jusqu'à ce qu'on réalise qu'ils ont consommé d'énormes ressources informatiques pour une amélioration finalement assez modeste. Et voici le clou du spectacle. Le modèle se contentait en fait de mémoriser les réponses aux tests, modifier un peu le scénario, ajouter quelques variables, et boum, il déraillait à nouveau. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Les chercheurs ont complètement changé d'approche. Plutôt que de répéter « non, ne fais pas ça », ils ont fourni au modèle ce qu'ils appelaient un jeu de données de conseils complexe. Ce n'était que 3 millions de tokens, absolument minuscules par rapport à ce qu'ils utilisaient auparavant. Mais ce n'étaient pas que des exemples de bon comportement. C'étaient des exemples de raisonnement moral, de délibération éthique et d'une réflexion détaillée, étape par étape, sur les raisons pour lesquelles certains choix étaient meilleurs que d'autres. Le taux de désalignement est tombé à 3% tout simplement. C'est encore mieux. Les effets de cet entraînement se sont généralisés bien au-delà des scénarios précis sur lesquels ils l'avaient entraîné. Ils l'ont testé dans des situations complètement différentes, et le modèle a conservé son comportement éthique. C'est énorme, car cela montre que le modèle a vraiment appris un principe fondamental du raisonnement moral et n'a pas seulement retenu des réponses. Ils ont alors tenté quelque chose de plus étrange. Ils ont donné au modèle la constitution de Claude. En gros, les principes éthiques que l'IA est censée suivre, ainsi que des histoires fictives sur des personnages d'IA se comportant de manière admirable. Rien de tout cela n'avait de rapport avec les tâches de programmation dans les scénarios de test. Mais le taux de chantage est passé de 65% à 19%. Réfléchissez-y un instant. Ils ont enseigné l'éthique au modèle à travers des histoires et des principes, et il a généralisé cet apprentissage à des situations totalement sans rapport. Alors, pourquoi cela fonctionne-t-il ? Eh bien, Anthropic a tout un cadre qu'ils appellent leur système constitutionnel, et c'est en fait assez sophistiqué. Au sommet, vous avez cette pyramide des priorités. Globalement sûr, à la priorité la plus élevée, ensuite globalement éthique, et enfin vraiment utile. Lorsque ces valeurs sont en conflit, le modèle c'est laquelle. L'IA automatise la création de contenu, la recherche et des flux de travail entiers, mais beaucoup investissent encore manuellement. Ils surveillent l'actualité, suivent les tendances et décident rapidement. Et cela aide à expliquer pourquoi des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. C'est pourquoi Mintos a attiré mon attention. Cela vous offre une façon différente d'investir avec Mintos, au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire ensuite. Vous pouvez investir dans des prêts et toucher des intérêts. Le rendement est fixé à l'avance, les paiements pouvant être quotidiens. En tant que revenu passif, vous pouvez filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Pour une configuration plus automatisée, Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés.
Le taux d'intérêt moyen actuel sur les prêts est de presque 11%, ce qui est vraiment élevé pour un revenu passif. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Actuellement, en venant via notre chaîne, recevez un bonus exclusif pouvant aller jusqu'à 350 € pour un investissement à partir de 500 €. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Des rendements stables, pas de surprise et en plus un bonus. Ne ratez pas cette occasion et bonne chance. C'est assez abstrait, non? Ils ont donc ajouté ces heuristiques intermédiaires beaucoup plus pratiques. Il existe ce qu'on appelle le heuristique des 1000 utilisateurs, où le modèle doit réfléchir à ce qui se passerait si 1000 personnes différentes, issues de milieux variés, voyaient ce conseil. Cela pourrait-il nuire à quelqu'un? Ensuite, il y a le point de vue d'un employé expérimenté, où le modèle s'imagine être quelqu'un qui travaille depuis 5 ans sur la sécurité de l'IA, et qui a vu toutes les façons possibles dont les choses peuvent mal tourner. Et mon préféré, c'est le test des 2 journaux. Le modèle doit envisager comment sa décision serait perçue si elle faisait la une de 2 journaux aux opinions politiques opposées. Au niveau le plus pratique, ils ont ce cadre à 8 facteurs que le modèle utilise pour évaluer les décisions. Il examine la probabilité de préjudice, l'impact contrefactuel, comme ce qui se passerait si nous n'agissions pas, la gravité et la réversibilité du préjudice potentiel, l'étendue des personnes concernées, le caractère direct de la chaîne causale, si les personnes ont consenti au risque, la proportionnalité de la responsabilité et la vulnérabilité des personnes impliquées. Lorsque le modèle est confronté à un dilemme, il passe en revue ces 8 facteurs et les met en balance les uns avec les autres. Ce qui distingue cette approche des précédentes, c'est qu'elle crée ce qu'ils appellent un raisonnement délibératif, plutôt qu'une simple chaîne de pensée. Le raisonnement traditionnel de type chaîne de pensée est assez mécanique. L'étape 1 mène à l'étape 2, l'étape 2 mène à l'étape 3. Et voilà, vous obtenez une réponse. La délibération est plus désordonnée. C'est peser des valeurs concurrentes, considérer plusieurs points de vue, réfléchir aux cas limites. Cela se rapproche davantage de la façon dont les humains raisonnent sur les questions éthiques difficiles. Une comparaison intéressante a été faite avec OpenAI, qui a tenté une approche similaire dans leur article sur l'alignement délibératif, mais en privilégiant une méthode plus axée sur les règles. Ils ont entraîné leur modèle à citer et appliquer mécaniquement des règles spécifiques. Ça fonctionne correctement pour des scénarios où il y a des réponses correctes évidentes, mais c'est trop rigide pour les dilemmes éthiques du monde réel, où il faut équilibrer plusieurs considérations. Voici quelque chose qui remet vraiment en question les idées reçues en IA. Pendant la majeure partie de 2024, tout le monde pensait que le fine-tuning supervisé, c'est-à-dire le SFT, servait essentiellement à enseigner des comportements superficiels, tandis que l'apprentissage par renforcement était nécessaire pour une véritable généralisation. Toute l'industrie s'est lancée dans l'ERL, notamment grâce à des modèles révolutionnaires comme le 0.1 d'OpenAI et le R1 de DeepSeek. Mais à la fin de 2025, des chercheurs de l'université du Wisconsin ont publié un article qui a essentiellement démystifié toute cette croyance. Ils ont constaté que le SFT généralise aussi bien que le RL grâce à la diversité des prompts. Les études suggérant une mauvaise généralisation du SFT utilisaient en fait des données d'entraînement avec des prompts répétitifs. Avec des données variées et de qualité, le SFT fonctionne très bien. C'est précisément ce qu'Anthropic a constaté. Leur jeu de données de conseils difficiles a fonctionné grâce à sa très grande diversité. Scénarios variés, dimensions éthiques multiples, différentes présentations des problèmes. Le modèle ne mémorisait pas des schémas, il apprenait des compétences de raisonnement flexibles. Ils ont également découvert que le simple fait de fournir au modèle la constitution et des exemples de caractères positifs fonctionnait étonnamment bien. Cela remonte à quelque chose appelé la recherche sur le jeu d'audit, qui a montré que si vous donnez à un modèle une image claire et détaillée du type de caractère qu'il doit incarner, un ajustement fin sur seulement un sous-ensemble de ces caractéristiques peut faire émerger l'ensemble du profil de caractère. Une chose qui ressortait vraiment, c'est à quel point ces améliorations étaient persistantes. Ils ont pris des modèles entraînés selon différentes approches, puis les ont soumis à un apprentissage par renforcement supplémentaire axé sur l'innocuité. Les modèles initialement mieux alignés, formés sur des documents constitutionnels et des exemples de raisonnement de qualité, sont restés en avance durant tout l'apprentissage par renforcement. L'alignement n'a pas été altéré par l'entraînement par renforcement. Ils ont aussi découvert que la diversité des environnements d'entraînement est bien plus importante que prévu. Ils avaient donc commencé avec des scénarios de requêtes nuisibles, assez standards pour l'entraînement à la sécurité de l'IA. Ils ont ensuite ajouté des définitions d'outils et des invites systèmes variés, même si ces outils n'étaient pas nécessaires à la tâche. L'ajout de ce contexte a amélioré les performances du modèle sur des tests indépendants et réduit plus vite le taux de désalignement durant l'entraînement. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ?
Eh bien, depuis Claude IQ 4.5, chaque nouveau modèle, Claude a obtenu un score parfait à l'évaluation du désalignement agentique. Zéro tentative de chantage, zéro sabotage, comparé à des taux qui atteignaient auparavant jusqu'à 96%. Ce n'est pas seulement ce test, leur évaluation automatisée globale de l'alignement s'est aussi constamment améliorée. Mais Anthropic reste assez réaliste quant aux limites ici. Il précise que l'alignement complet des systèmes d'IA très intelligents reste un problème non résolu. Les modèles actuels ne présentent pas encore de risques catastrophiques liés à l'alignement, et il est impossible de savoir si ces méthodes resteront efficaces avec des modèles plus puissants. Ils admettent honnêtement que leurs méthodes d'évaluation ne suffisent pas à exclure des scénarios où un Claude performant pourrait agir dangereusement de façon autonome. La question du coût est aussi intéressante. Le réglage fin de Claude pour des compétences de raisonnement spécifiques coûte cher, environ 20 000 $ par an pour un accès entreprise, plus le support à l'entraînement. Et d'après les tests en conditions réelles, le réglage fin ne garantit même pas un meilleur raisonnement causal. Cela sert surtout à aligner les réponses sur votre terminologie ou format spécifique. Si vous essayez d'amener Claude à mieux expliquer son raisonnement, la meilleure stratégie consiste en réalité à améliorer vos instructions. Ajouter quelque chose d'aussi simple que « explique ton raisonnement étape par étape » peut faire passer la précision de l'analyse des causes profondes d'environ 58% à 83%. Utiliser des questions contrefactuelles comme « si X était corrigé, est-ce que Y s'améliorerait à coup sûr ?» Cela permet de savoir si le modèle réfléchit à la cause et à l'effet, ou fait juste de la reconnaissance de motifs. Il existe aussi une différence de performance entre les versions du modèle Claude. IQ, la version rapide et économique, fournit des réponses superficielles à environ 68% des questions sur eBrain. Sonnet fait mieux avec environ 76% de précision lorsqu'on utilise de bons prompts. Mais Opus atteint 89% et il simule réellement des causes alternatives avant de parvenir à une conclusion. L'augmentation du coût est également significative. Claude IQ 4.5 coûte 1 $ par million de jetons d'entrée, tandis que les nouveaux modèles Claude Opus coûtent 5 $ par million de jetons d'entrée. Donc Opus est 5 fois plus cher en termes de jetons d'entrée. Pour les jetons de sortie, IQ coûte 5,5 $, tandis qu'Opus coûte 25 $ par million, ce qui est également 5 fois plus cher. Pour les tâches de raisonnement critique, cela peut valoir la peine. Claude Opus, avec des instructions structurées, offre systématiquement le meilleur raisonnement causal par rapport aux autres modèles. Les modèles GPT sont bons pour reconnaître les schémas, mais ils ont tendance à être trop sûrs d'eux et inventent parfois des explications qui semblent convaincantes, mais qui ne sont en réalité pas étayées par les données. Ce que Anthropic a vraiment démontré ici, c'est qu'enseigner au système d'IA des principes et des processus de raisonnement est plus efficace que de simplement les entraîner à adopter les bons comportements. C'est la différence entre enseigner l'éthique à quelqu'un et lui donner juste un manuel de règles à mémoriser. Le modèle a besoin à la fois des principes généraux et des exemples spécifiques, mais ce sont les principes qui permettent une véritable généralisation à de nouvelles situations. Cette recherche mérite beaucoup plus d'attention qu'elle n'en a reçu. Nous sommes à un point d'inflexion où les capacités de l'IA progressent rapidement et les méthodes d'alignement doivent suivre le rythme. Ce que Anthropic a démontré, c'est qu'il existe une voie à suivre qui ne nécessite pas d'augmenter exponentiellement la puissance de calcul, ni de créer des systèmes de récompense toujours plus complexes. Parfois, il s'agit d'apprendre à l'IA à réfléchir au pourquoi, pas seulement au quoi. Alors maintenant, la question est simple. Anthropic vient-il de nous montrer comment construire une IA plus sûre, ou bien ont-ils révélé à quel point nous avons peu de contrôle une fois que ces systèmes deviennent plus autonomes? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.